Un instant caresse, un moment RBS. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9 pour profiter de tous les bienfaits d'un moment caresse. Parce que oui, les moments caresse font du bien à tous ceux et à toutes celles qui les écoutent. Parce que nous rapprocher de celles et ceux qui sont loin, sans nous éloigner de celles et ceux qui nous sont proches, l'ouverture d'esprit et l'ouverture aux autres nous permet de réduire notre stress. Et s'ouvrir aux autres, c'est le premier pas vers la paix. La paix avec les autres et la paix intérieure, ce qui fait baisser notre niveau d'angoisse et de tous les troubles liés au stress, comme je vous le disais à l'instant. D'ailleurs, il en est un qui devrait écouter les rendez-vous du monde. C'est le tout nouveau président d'Argentine, Javier Milei, qui depuis 4 mois qu'il exerce sa fonction de président, ce cher Javier Milei a mis en place sa politique d'austérité. Et celle-ci a porté ses fruits puisque les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches encore plus riches. Mais surtout, en plus de nombreux incidents diplomatiques avec son voisin bolivien, il commence à inspirer des manifestations de plus en plus nombreuses, à l'encontre de ses décisions les plus controversées. Et là, c'est quand il a décidé d'imposer des coupes franches et brutales dans le secteur de l'éducation que de nombreux Argentins et Argentines se sont dit qu'il fallait peut-être défendre leurs droits et les défendre dans la rue. Alors, si en 4 mois, il arrive à lever une telle contestation, quelles surprises nous révéleront la totalité de son mandat. Mais il n'y a pas qu'en Argentine que les décisions gouvernementales sont contestées. Au Royaume-Uni également. En effet, une loi très controversée a été validée par la Chambre des Lords et la Chambre des représentants. C'est celle qui permet d'envoyer au Rwanda tous les migrants arrivés illégalement sur les territoires britanniques. Alors, officiellement, il ne s'agit pas seulement d'envoyer ailleurs des gens qu'on ne veut pas voir chez soi. L'idée, c'est d'examiner ailleurs et par les autorités du territoire accueillant ces indésirés. Autrement dit, ce sont les administrations rwandaises qui vont examiner les demandes d'asile et de visa pour l'Angleterre. Selon les règles britanniques ou selon les règles rwandaises. Qui sait à quel point les mystères impénétrables des administrations vont jouer. En tout cas, ces immigrés sont loin des pubs et des bonnes traditions d'Albion. Pourquoi cette loi est-elle contestée ? Bon, réponse de la droite à la gauche. Ah, c'est beaucoup plus cher qu'une simple remise à la frontière. Et puis, ils peuvent revenir. En plus, c'est un casse-tête juridique. Comment ces personnes seront traitées sur place ? Et là, on voit enfin poindre l'attention à l'humanité. Nos migrants deviennent des êtres humains. Mais c'est la double peine. Et enfin, il y a celles et ceux qui estiment que c'est une forme de déportation cachée. Je dois avouer que je suis tout à fait d'accord avec ce dernier avis. En dehors des atours juridiques, il me semble qu'il s'agit plus ou moins de balancer, loin de chez soi, des gens qui ne demandent qu'à vivre. Pour ne pas dire bazarder, d'ailleurs. Alors, à part ça, les Palestiniens continuent à recevoir des tapis de bombes, bien sûr. La guerre continue en Ukraine et le peuple syrien est toujours martyrisé par son tyran de maison. Et encore, mes connaissances sont trop limitées pour savoir tout ce qui se passe sur notre belle planète bleue et verte. Je voudrais maintenant vous parler d'un livre comme nous le faisons chaque semaine dans les rendez-vous du monde. Et cette fois, le livre dont je veux vous parler ne vous enverra ni de l'autre côté de l'univers, ni à l'autre bout du monde. Nous resterons sur place, en Alsace, mais nous voyagerons tout de même dans notre région, à travers le siècle. Nous parlerons d'un concept, d'un lieu, d'une institution qui pour la plupart d'entre nous nous a accompagnés pendant nos plus jeunes années de notre vie, mais qui pourtant nous a forgés pour toute notre vie, c'est-à-dire l'école. Il s'agit de voir cette école et son évolution au travers du siècle dernier, et dans notre région. Nous voyagerons grâce au vaisseau de la mémoire, sur un navire piloté par les souvenirs de Lilian Ham. Ne vous inquiétez pas, en aucun cas nous ne perdrons le nord, parce que sa vie et son engagement sur les questions d'éducation lui servent de boussole. Nous commencerons par le regard d'une petite fille poussée par le rêve d'un père ouvrier. Sa fille deviendra institutrice. Une petite fille qui prend ce rêve à son compte, devient à force de volonté et d'autorité une bonne élève, et au seuil de l'adolescence se verra entrer
dans un monde en guerre. L'évacuation de Strasbourg, le retour dans une ville occupée, et puis le retour de la France en Alsace. À l'école, le rattrapage en langue de Molière, le bac et les premières classes en tant qu'enseignante. Elle nous parle à la fois de son histoire, mais aussi de la manière dont elle s'est saisie des méthodes d'éducation nouvelles et de l'éducation populaire en déploiement à cette époque, afin de permettre aux enfants et aux adultes d'entrer dans cette nouvelle époque avec ses progrès et ses dérives. Comment la société de consommation nous a permis d'avoir accès à tant de choses, mais aussi comment elle pourrait nous attirer à notre perte, comme les sirènes de l'Iliade envoient les marins à la mer. Par le son, par l'image, immobile ou animée, comment les discours, comment les publicités nous obligent à plus, souvent à trop, à désirer plus que nos besoins et à envier plus que nos désirs. Comment les enseignantes et les enseignants, les militantes et les militants se sont engagés dans la réflexion autour de l'image, de ce qu'elle porte comme valeur, comme sens. Comment éveiller l'esprit des enfants, des adultes autour de ces questions, de l'importance de développer un esprit d'analyse quant aux médias, des valeurs idéologiques qui nous imposent de manière plus ou moins voilée. Par les ciné-clubs itinérants, par un travail autour de la photo, du montage audio, vidéo, ils ont peu à peu permis à leurs élèves, autant les enfants que les étudiants de l'école normale, de l'UEFM et autres INSPE, qui sont différentes façons de nommer les institutions qui forment les les professeurs des écoles. En tout cas, vus par des yeux humains, les chaos de l'histoire sont des drames. Pour une enseignante, ces drames sont des occasions de transmettre la possibilité de voir et d'éviter ces ornières. Pour une femme, un engagement de tous les jours pour promouvoir l'éducation. Tous les jours, une éducation pour les enfants, pour les adultes, pour elles-mêmes. Nous vous proposons maintenant d'écouter un entretien que nous avons eu avec cette femme étonnante, toujours engagée. Mais avant que je vous propose d'écouter Liliane Ham, je vous propose une chanson de Daniel Guichard, Mon vieux, qui nous parle de ce père ouvrier qui était un peu comme tous les autres pères, pris entre une vie de labeur et des grands rêves pour ses enfants. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Donc je suis Liliane Ham. J'ai passé toute ma vie avec et pour l'école. Mon père était ouvrier, il avait pour moi, il y a presque 100 ans de cela, puisque j'en approche de 100 ans, et il m'avait toute petite déjà mis dans la tête que plus tard je serais institutrice, mais qu'il fallait bien travailler à l'école pour arriver à ça. Alors bon, j'ai pris mon père au mot, qui était très sévère d'ailleurs à l'époque, mais il avait aussi le souci de m'ouvrir sur le monde. Il cultivait ma curiosité. Je voulais tout savoir, et lui, il me répondait toujours, m'expliquait, m'emmenait en promenade, m'apprenait à connaître la nature, à connaître le monde qui est autour de moi, et ça a maintenu ma curiosité que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne peux pas encore aujourd'hui vivre sans avoir l'œil sur le monde qui nous entoure, et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est donc une attitude générale qu'on a cultivée chez moi dès ma petite enfance, dès que j'avais l'âge de 2-3 ans. Il m'emmenait avec sa bicyclette, j'étais assise dans une corbeille accrochée au guidon, et il m'emmenait souvent au bord du Rhin pour me montrer la frontière. Mais en alsacien, frontière, ça s'appelle Grenz. Et Grenz, ça veut dire couronne. Et pour moi, ça évoquait la Grenz, c'était des couronnes mortuaires. Alors il me disait, regarde bien au milieu du fleuve, il y a la Grenz, la frontière. Et moi, je ne voyais pas de couronne. Je me demandais ce qu'il me racontait. Et puis bon, alors il m'a expliqué ce que ça voulait dire, cette nouvelle frontière en 1930, parce que l'Alsace avait été prussienne. Enfin, c'est la domination de l'Empire prussien jusqu'en 1918.
Et cette nouvelle frontière, c'était donc la frontière qui séparait ce qui n'était pas encore l'Allemagne à l'époque, hein, c'était le pays de Bade et l'Alsace. Et cette frontière fascinait mon père parce qu'il était content d'être retombé du côté, se trouver du côté français. Et donc cette frontière, il voulait à tout prix me faire comprendre ce que c'était. J'avais du mal à l'époque à comprendre tout de suite cette séparation entre un côté droit du Rhin et le côté gauche du Rhin où j'étais, et ce côté droit, c'était un peu mystérieux pour moi. Bon, après je l'ai découvert bien plus tard, quand l'Alsace en 1939 est redevenue, je vais pas dire allemande, retombée sous le régime du nazisme avec Hitler au pouvoir, hein, qui m'a amené alors à faire beaucoup de sauts dans les langues, dans les cultures, où j'ai dû sans arrêt changer d'entourage, hein, qui était le mien, l'entourage culturel qui était le mien. Et ce n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, pour dire aux enfants qui sont aujourd'hui des enfants issus de l'immigration ancienne ou récente, que je comprends leur situation difficile d'être ainsi parachutés d'une culture ou d'un monde dans l'autre, auquel ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, mais de leur dire « soyez curieux, posez des questions et essayez de comprendre ». Et vous mettrez longtemps pour le comprendre, c'est sûr. C'est des choses qui ne s'apprennent pas comme ça sur le champ, hein. Mais l'essentiel, c'est de garder l'esprit ouvert et de garder cette curiosité, cette volonté de toujours comprendre ce qui se passe autour de nous. Et je crois que ça, aujourd'hui, il faudrait encore l'avoir, à condition de savoir aussi choisir ses sources d'information. Parce qu'il ne faut pas tomber sous ce qui est devenu l'information aujourd'hui, qui n'est plus de l'information, c'est de la communication, sinon de la propagande. Oui. Et là, il faut prendre garde. Et au fond, toute ma vie, je l'ai consacrée à ça. Comme l'école m'a beaucoup apporté, quand j'étais petite, et même adolescente, qu'elle m'a formée, que j'ai eu des maîtres qui étaient des maîtres de valeur, je voulais que tous les enfants puissent en bénéficier. Et c'est pour ça que je défends bec et ongle l'école publique, où tous les enfants ont accès, où tous les enfants devraient pouvoir se rencontrer, se connaître, échanger, s'enrichir réciproquement. Et ça, c'est une donnée qui, malheureusement, actuellement, est très difficile à défendre. Parce qu'il y a toutes sortes d'évolutions qui se sont faites entre-temps et que, malheureusement, on ne maîtrise pas toujours. Oui. Du coup, vous avez une carrière d'enseignante, vous avez aussi enseigné à l'UFM, je crois, à l'époque, et vous avez aussi une deuxième carrière, on va dire entre guillemets, plutôt sur la version de l'éducation populaire. Est-ce que c'est-à-dire, ma profession, j'étais dans l'enseignement. J'ai commencé par être institutrice, où on m'a envoyé assez rapidement enseigner dans les collèges. J'étais dans un collège à 30 km de Strasbourg quand je suis sorti de l'école normale. Et puis je suis resté d'abord dans le collège, et puis au début c'était pas facile, hein, parce qu'à l'époque j'avais 20 ans, et mes élèves que j'avais au collège tout de suite, ils avaient à peine 5 ans de moins que moi. C'était pas très rassurant au début, mais les enfants étaient aussi tellement, ou les jeunes, hein, ou les enfants, à l'époque ils étaient quand même, je dirais presque dressés, pour obéir et pour avoir le respect du maître. Hein. Et les parents demandaient aussi aux enfants de respecter leurs professeurs ou leurs enseignants. Et c'était général. Et il faut dire qu'à l'époque, on était encore dans une période où l'autorité avait encore un sens. Il y avait d'abord l'autorité du père dans la famille, il y avait l'autorité de tous les gens qui avaient un savoir supérieur, c'est-à-dire le médecin, le curé, le pasteur, des gens autour de nous, et puis nous on était des enfants, il fallait essayer de comprendre ce que les uns et les autres nous disaient. Hein.
Sur cette question d'autorité, justement, quel est le sens qu'on peut donner à la notion d'autorité? Parce que il y a et aussi sur la façon d'établir et de poser cette autorité. Oui. Parce que là, pour le coup, c'est aussi une question très complexe et parce qu'on parle beaucoup de la perte de l'autorité des enseignants dans leur classe, mais l'institution en elle-même aussi a été très dévalorisée. Ça peut aussi être une raison de la perte de l'autorité. Oui. Eh bien, cette ancienne époque, l'autorité, elle était partout. Mm-hmm. Et on était censé, on la respectait. Comme enfant, on était, je dirais, presque dressé à avoir un respect complet de l'autorité, quelle qu'elle soit. Ça commençait déjà dans la famille, où c'est le père qui avait seul l'autorité sur les enfants, qui devait obéir. Et les femmes aussi étaient soumises à leur mari et elles étaient obligées aussi d'obéir et d'exécuter ce qu'on leur demandait de faire. La plupart ne travaillaient pas à l'extérieur, mais faisaient un travail énorme à leur place, ce qui faisait souvent plusieurs choses en même temps. Et quand on arrivait à l'école, c'était pareil. Et l'école de la Troisième République, donc l'école de Jules Ferry, qui date des années 1880, était une école où d'emblée, il fallait y aller pour apprendre d'abord à lire, à écrire, à calculer. C'était la règle absolue. Et puis, il fallait apprendre ce qu'on nous apprenait. Des éléments de domaine des sciences, mais pas des sciences de haut niveau, mais pour comprendre les activités qu'on faisait au quotidien. Si je reprends l'ancien manuel de cette époque, eh ben on parlait aussi bien de connaître je sais pas moi, la métamorphose de la grenouille, le papillon qui sort d'une chenille, etc. Et c'était toujours des sujets d'étonnement et on essayait de le comprendre. Mais au fond, l'enseignant était là pour transmettre un savoir. Et ce savoir, lui, il l'avait. Donc il fallait simplement le transmettre aux enfants qui étaient là pour apprendre. On allait à l'école pour apprendre. Et on se limitait, ça se limitait à ça. Et on exécutait, on faisait je parle dans le domaine du calcul par exemple, et ben la table de multiplication, il fallait tous les matins pendant 5 minutes réciter la table de multiplication. Oui, mais sur la question de l'autorité, un moment, il y a effectivement l'autorité qui s'impose et l'autorité qu'on questionne. C'est quoi quand on peut mettre la différence entre les deux? Parce que l'autorité des pères, ça peut s'imposer par la violence, mais ça peut aussi se poser par d'autres façons, quoi. Oui, d'une part, on cherchait des réponses aux questions qu'on se posait. Alors, quand on avait affaire à des enseignants ou des maîtres, même des parents, qui essayaient de faire comprendre, on passait par l'expérimentation, mais quand mon père me donnait des explications comme l'histoire de la frontière, eh ben, quand il essayait de m'expliquer, mais que c'était trop compliqué pour moi à l'époque, j'avais 4 ou 5 ans, à ce moment-là, il me disait, quand tu seras plus grande, tu comprendras. Donc, pour moi, à l'époque, toute petite, je me disais, alors il faut que je grandisse vite pour pouvoir comprendre. Donc, le but, c'était de grandir le plus vite possible pour pouvoir comprendre toutes les choses que je ne comprenais pas. Et l'école était aussi, l'école de la Troisième République, était aussi faite pour cela, acquérir dans un premier temps les outils les plus élémentaires pour pouvoir se débrouiller tous les jours dans la vie courante. Il ne faut pas oublier, sous la Troisième République, la France était encore un pays très rural. La majorité des gens travaillaient dans l'agriculture, à quelque niveau que ce soit. Et ça, il connaissait parfaitement la nature, il savait, il n'avait pas besoin de météo, il pouvait lire dans le ciel le temps qu'il faisait demain, ou le prévoir. Aujourd'hui, tout ça nous tombe de l'extérieur, vrai ou faux, on n'en sait rien. Mais les gens avaient un savoir par l'expérience qui était assez extraordinaire. Ils savaient faire énormément de choses avec leurs mains d'abord, et ensuite aussi avec leur tête, bien sûr.
Et ils pouvaient se débrouiller dans toutes les situations. Hein. Tandis qu'aujourd'hui, il faut des spécialistes pour tout. Hein. On peut plus même plus... Moi, quand j'avais ma première voiture, quand j'avais 30 ans, moi, je savais ouvrir le capot et je pouvais encore voir où le bas blessé quand ma voiture ne voulait plus avancer. Hein. Mais aujourd'hui, on perd son latin. Hein. Oui, de toute façon, avec l'augmentation de l'amélioration de la technique, voilà. Ça devient plus compliqué aussi. Et donc l'école de la Troisième République était conçue pour ça. Et elle devait surtout former des citoyens respectueux de l'autorité et prêts à obéir, parce qu'à tous les niveaux, il fallait obéir. Et les enfants étaient aussi formés ou conditionnés ou dressés de l'obéissance. On n'avait pas tellement voix au chapitre. Hein. Quand le père avait décidé, ou même la mère, il fallait obtempérer. Quand on me disait de finir l'assiette, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas trop, c'est tu manges ça ou rien d'autre. Tant pis pour toi. Voilà, alors pas le choix. Hein. Oui. Et surtout qu'on a passé après avec la guerre dans des périodes où effectivement manger devenait une nécessité primordiale, pas toujours facile à satisfaire. Hein. Voilà. Donc vous avez fait votre carrière après cette période d'apprentissage à l'école. Vous avez fait votre carrière sous les auspices de l'Éducation nationale. Enfin, à l'époque, on parlait aussi beaucoup d'instruction publique. Comment cette institution se représente le travail des enseignants, d'après vous? Et comment cette représentation a évolué? Oui. Et pareil, parce que là c'est aussi beaucoup mêlé, c'est comment cette institution se représente la relation entre les enseignants et les enfants, et comment cette représentation a évolué. Et puis même, petite question subsidiaire, quelle différence vous mettez entre instruction et éducation? Oui, le ministère qui dirigeait l'éducation, enfin ce qu'on appelle maintenant l'éducation nationale, les écoles, c'était le ministère de l'instruction publique. Ce n'est devenu le ministère de l'éducation nationale qu'après les années 30. Avant, c'était l'instruction. Donc, il fallait instruire les enfants, leur transmettre un savoir dont ils allaient avoir besoin dans la vie qu'ils étaient appelés à mener par la suite. Et l'idée d'éducation n'est venue qu'après. Et elle est venue, disons, après la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que Freinet, qui était un des initiateurs de cette nouvelle école, ça s'appelait l'école nouvelle d'ailleurs, de cette nouvelle école, il était dans les tranchées de Verdun, dont il est revenu grand blessé, très diminué, mais une fois rentré chez lui, remis à peu près en état, il reprenait sa classe en se rendant compte que si on en était arrivé là, c'est parce qu'on avait formé les jeunes, surtout à l'obéissance et la soumission à l'autorité, et grâce à ça, ils sont allés le fleur au fusil se battre à Verdun contre un ennemi il fallait qu'ils étaient appelés à se battre. Et puis surtout que les soldats allemands dans les tranchées en face, ils n'étaient pas tellement différents d'eux non plus. C'était les mêmes, hein, de tous côtés. Hein, l'époque voulait ça, quel que soit le pays. Hein, c'était pas spécifique à la France ou ailleurs, où on était en train. Les nations commençaient à se former, à prendre conscience, parce que la prise de conscience de ce qu'est une nation, ça date seulement du 19e siècle, dans toute l'Europe d'ailleurs. C'est venu très très tard. Avant, c'était des structures politiques qui étaient des duchés, des principautés, tout ça, c'était très royaumes. Subdivisé encore en toutes sortes de pouvoirs. Donc il fallait créer les unités nationales, et c'est grâce à ça que les unités nationales prenaient forme à la faveur des conflits. Et puis c'est toujours les humains de la base qui payaient la note. Parce que c'est eux qui allaient au combat, et ils en revenaient ou n'en revenaient pas, ou ils en revenaient mutilés. Hein. D'où retour à la question de l'autorité de l'enseignant dans la classe.
pour retravailler ces questions-là aussi Voilà, alors cette idée de Freinet, donc il avait subi ce désastre de la guerre de 14-18, sa prise de conscience était radicale en revenant, en disant on ne peut plus former les enfants tels qu'on les a formés jusqu'à présent. Il faut changer le fusil d'épaule et il faut partir de l'enfant lui-même, de ce qu'il est. Et bon, aujourd'hui, on dit, dans la modernité, on dit il faut mettre l'enfant au cœur du système éducatif. Toutes les réformes l'ont proclamé, mais aucune ne l'a vraiment faite. Mais pour Freinet, c'était ça, l'école nouvelle. Donc partir des intérêts de l'enfant, du milieu dans lequel il vivait, et lui apprendre à se questionner sur ce monde-là. Et alors, bon, il a mis tout de procédés pédagogiques très précis en place pour ça. D'abord, quand les enfants devaient écrire, dans l'école du passé, le maître donnait le sujet de la rédaction, et puis il fallait faire un texte sur le sujet que le maître avait imposé. Lui disait non, les enfants vont choisir eux-mêmes leur sujet. Donc, il a donné à ce procédé le nom de texte libre. Donc l'enfant pouvait écrire sur un sujet qu'il choisissait lui-même. Et ces textes libres, alors ça allait dans tous les sens. Les enfants racontaient des épisodes de leur vie quotidienne. Je ne sais pas comment on avait cuit le cochon à la ferme, ou la dernière réunion de famille, où on s'était beaucoup amusé, ou une sortie. Peu importe, les sujets étaient, tout était ouvert. Alors une fois qu'il y avait ces textes, ben oui, il fallait d'abord l'écrire correctement, l'écrire de manière à ce que tout le monde ait envie de le lire, donc ce soit bien écrit. Donc on travaillait ces textes, et après il a eu l'idée, au fond ces textes on pourrait les échanger avec d'autres enfants, et pas seulement la classe elle-même. D'où l'idée de correspondance scolaire. On s'envoyait de ces textes d'une classe ou d'une école à l'autre, parfois loin de l'endroit où on vivait. Justement, c'est pour ça que on pouvait s'ouvrir sur un autre monde qu'on ne connaissait pas. Et une fois que cela a été instauré, ben, l'idée lui est venue du journal. Et donc, au lieu d'avoir ces textes épars, ben, on fabriquait tous les mois, ou tous les mois je crois, ou tous les trimestres peut-être, on fabriquait un journal entièrement élaboré avec les enfants, avec d'une part leurs textes libres, ensuite on faisait ensemble des comptes rendus d'enquête, on allait voir le boulanger, le boucher, que sais-je, un artisan quelconque, pour qu'il raconte sa vie, qu'il explique son travail, et on rédigeait un compte rendu de ces enquêtes. Tout ça pouvait entrer dans le journal. Ah oui. On pouvait aussi poser, bon, parfois il n'y avait pas que il pouvait y avoir des dessins aussi, hein, donc le journal était décoré, etc. Seulement une fois qu'il était conçu, ce journal, ben, il fallait le réaliser. Et d'où l'idée d'installer à l'école même, dans la classe, une imprimerie. Une vraie imprimerie à la manière de Gutenberg, avec les lettres mobiles qu'on assemblait pour faire des mots, des phrases. Et là, il faut travailler avec un miroir, parce que si on imprimait en mettant les lettres comme on le fait maintenant avec le traitement de texte sur l'ordinateur, ce serait illisible, parce que ce serait renversé par l'inversion, par l'imprimerie. Donc c'était déjà un sacré exercice de composer le journal. Donc on traversait tous les métiers du journalisme, du journaliste qui enquête, de l'écrivain qui fait son texte, on pouvait s'écrire des petits poèmes, etc. Et puis en plus, l'enfant était beaucoup plus investi dans l'activité que juste écrire une simple dictée. Absolument. On touchait à tous les métiers finalement, soit par les enquêtes, soit par la réalisation même. Et combien de fois des gamins qui avaient pu voir chez un menuisier ou chez le boulanger la manière dont on fabriquait le pain, et à l'école on fabriquait du pain. Et on se demandait alors d'où l'enquête. Ah oui, mais
pour le pain, il utilise de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Hein. Ça vient d'où tout ça? D'où l'idée d'aller dans un moulin pour voir comment on fabriquait de la farine à partir du grain de blé. Donc ça veut dire que on a embrassé le monde qui était autour de l'enfant, entré dans la recherche et la compréhension qu'on cherchait à l'école. Et alors en plus, donc on échangeait tous ces savoirs qu'on découvrait soi-même. Hein. Donc a été créé à ce moment-là l'Office central de la coopération à l'école avec les échanges scolaires où on cherchait des correspondants. Alors, en étant à Strasbourg, dans une classe, on pouvait avoir des correspondants en Bretagne qui fabriquaient aussi leur journal. Mmh. Et on envoyait le journal alsacien en Bretagne et le journal des enfants bretons, ils arrivaient chez nous. Et à travers ça, on pouvait connaître des endroits ou des régions beaucoup plus lointaines. Et sans se déplacer avec, il faut dire la poste fonctionnait encore bien à cette époque-là, et on pouvait se l'envoyer, même si les lettres, ça mettait parfois un certain temps pour arriver. Hein. Oui. Parce qu'en plus du journal, les enfants pouvaient même avoir des correspondants individuels. Parce qu'au sein d'une classe, ça fait, mettons, 25 enfants, si un enfant avait envie de correspondre plus directement avec un seul autre enfant, il pouvait y avoir des échanges entre les enfants. On dira peut-être aujourd'hui les réseaux sociaux permettent de faire ça aussi. Encore faut-il savoir le contenu qui est déterminant. Mais du coup, pourquoi des pédagogies comme celle que Freinet a développée, pourquoi ces pédagogies n'ont pas n'ont pas été généralisées à toute l'école? Après, je sais qu'il y a beaucoup d'instituts qui s'en inspirent et qui essaient de faire leur travail par rapport à ça, mais pourquoi ça n'a pas été généralisé? Il faut déjà que les enseignants soient formés pour ça, ce qui n'est pas évident au départ. Hein. Même la formation que moi j'ai eue à l'école normale dans les années, autour des années 1947 à 51, grosso modo, on connaissait des classes Freinet, on allait les voir. On regardait un petit peu ce qui se passait dans ces classes. Mais de là à maîtriser la conduite de la classe avec cette pédagogie-là, ça demande, contrairement à ce que ça pourrait laisser supposer, ça demande beaucoup de travail aux enseignants. Hein, parce qu'il faut un énorme travail de préparation, de mise en place, de trouver le matériel, trouver les financements. On ne parlait pas de financement à l'école. Hein. L'école c'était les communes qui étaient chargées de financer les écoles. Alors il y avait des communes plus riches, des communes plus pauvres, où c'était pas toujours facile non plus. Hein. Dans les communes riches, c'était plus facile d'avoir le matériel qu'il faut. Parce que par exemple une imprimerie de classe ça vient à un certain prix. Donc Freinet avait même créé alors une structure qui s'appelait le l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, et où on pouvait acheter ce matériel. Alors lui, il se débrouillait pour avoir des fournisseurs qui fournissaient en gros, donc pour avoir des prix les plus intéressants possibles. Comme quoi, il fallait toujours se débrouiller pour trouver les moyens pour faire le travail comme on l'entendait le faire. Et ça, il faut dire, il y avait beaucoup d'enseignants qui se sont battus pour ça et qui l'ont eu. Et il y a eu à un moment donné, dans les années... dans les années 50-60, après la Deuxième Guerre mondiale, que moi j'ai connu, il y avait pas mal de classes Freinet qui fonctionnaient sur ces modèles-là. Et il n'y a pas longtemps encore, on m'a raconté qu'un couple d'instituteurs comme ça, et qui travaillaient du côté de Salles, encore aujourd'hui, les descendants de leurs anciens élèves des années 50 se souviennent encore de ces instituteurs. Et je pourrais citer un autre exemple du côté de Haut-Filaire, de la classe d'un de
de mes complices dans le travail, dans la région du Nord, de l'Alsace, qui pareil, où c'est des instituteurs qui avaient leurs élèves et puis après ils finissaient leur carrière en ayant les enfants de leurs élèves dans la même classe, toujours avec les mêmes méthodes et ils y tenaient. Hein. Oui. Et là, il faut dire que maintenant, aujourd'hui, l'héritage de Freinet est surtout récupéré par l'école privée. Oui. On crée des écoles Freinet maintenant, comme on crée des écoles Montessori. Oui, mais comme ça rentre pas dans la pédagogie officielle, en général, c'est plutôt relégué au privé parce que dans le privé, ils peuvent développer les pédagogies qu'ils entendent. Est-ce qu'on a vraiment... Parce que par ces écoles-là, donc notre certitude, c'était par ce biais-là, on formait des citoyens formés à la démocratie. Parce qu'il fallait travailler en équipe, il fallait coopérer, il fallait travailler les uns avec les autres. Et donc ça donnait à une mentalité qui n'était plus une mentalité de simple obéissance, qui était une mentalité de création, qui est aussi un des éléments de la formation à la démocratie. Hein. Oui. Et à ma connaissance, dans les écoles normales, on avait des formations qui pouvaient toucher d'une manière ou d'une autre à ce type de démarche, surtout dans certaines disciplines. Et pour moi, en ce qui me concerne, là où j'avais un professeur qui maniait ça de façon remarquable, c'était un professeur de français et un professeur d'histoire. Et qui avait ce souci-là de nous faire acquérir nos connaissances à travers nos propres recherches et nos propres interrogations. Et ça donne une tournure d'esprit qui s'est plus mal entretenue après. Hein. Ne parlons pas de ce qui est devenu la formation des enseignants, il n'y en a plus maintenant, pratiquement plus. Hein. Et donc ça n'a jamais été vraiment imposé, sans dire qu'il y avait beaucoup d'enseignants aussi dans le concert. Il y avait des gens qui étaient contre Freinet, parce que pour eux, une école où l'enfant est au centre de ses apprentissages, et ce n'est plus seulement le maître qui transvase son propre savoir, et ben ces enseignants-là, ils appréciaient pas beaucoup, parce que pour eux c'était une école du laisser-faire, une école du désordre, une école où les gamins bougeaient, s'agitaient, ils étaient pas sagement assis sur une chaise derrière un banc pour écouter le maître. Et ça renvoie aussi à la question du rapport de l'enseignant et de l'élève, quoi. Tout à fait. Il faut que l'enseignant il se sente aussi suffisamment en sécurité pour pouvoir avoir une classe où les enfants ils parlent, ils courent, ils font du bruit et toutes ces choses. Pour un enseignant, c'est pas très sécurisant, parce qu'on est continuellement sur des sables mouvants, parce qu'on ne sait pas d'avance comment les enfants, on peut pas savoir quel texte libre les enfants vont me ramener. Ils vont peut-être me ramener un texte libre qui va me poser où il va prôner le racisme, par exemple. Bon, à ce moment-là, il faut que l'enseignant ait les reins suffisamment solides pour faire face. Hein. Et bon, je parle maintenant d'un problème actuel. À l'époque, on avait moins ces problèmes-là. Hein. Mais il y avait déjà aussi des enfants qui sortaient de milieux plus favorisés que d'autres. Mais qui, une fois, les enfants ensemble, au fond, ne font pas de différence. Hein. Moi, je sais, dans ma classe, il y avait la fille d'un instituteur ou d'un directeur d'école, alors que mon père était ouvrier. Oui, bon, je la regardais un peu avec envie, hein. Mais ce n'était pas grave, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Hein. Et au contraire, quand aujourd'hui on veut créer des groupes de niveau, en mettant ensemble les enfants selon leur niveau d'apprentissage, c'est une aberration, parce que les enfants apprennent les uns des autres. Et ils apprennent en coopérant aussi déjà. Voilà. Il y a une meilleure compréhension. D'ailleurs, il y avait dans les petits villages, il y avait beaucoup de classes, ce qu'on appelait les classes uniques, où il y avait une seule classe, où il y a les enfants de 6 à 14 ans. Tous ensemble dans la même classe.
Et on pratiquait là, ça touche un peu à oui, c'est du Freinet aussi, c'était de l'enseignement mutuel. C'est-à-dire, quand il y avait un bon élève du cours moyen, le maître demandait souvent à un élève comme ça de s'occuper d'un petit du cours préparatoire qui avait un peu du mal à déchiffrer. Et c'est en faisant apprendre à l'autre qu'on apprend soi-même. Donc c'est gagnant-gagnant. Les deux y gagnent. Alors qu'avec des groupes de niveau tels on a l'air de les prôner actuellement, c'est une aberration en soi. Parce qu'on perd toute cette richesse-là. À mon sens, c'est aussi une aberration parce que c'est une ouverture à la concurrence. Voilà. Parce qu'il faut faire partie des classes les mieux placées et que coup on est obligé de jouer des coudes pour pouvoir y arriver. Ah, tout à fait. Et il faut préserver le premier classe, il veut garder ça, parce qu'on est dans la concurrence, il faut être toujours le premier de cordée. Et tant pis pour celui qui reste à la fin. Hein. Ben non, il faut que celui qui pourrait rester à la fin, les autres sont ceux qui sont dans les premiers de cordée, ils peuvent venir à leur secours et ils apprendraient beaucoup par eux qu'ils auraient peut-être ignoré autrement. Hein. Mais tout ça, c'est des démarches qui se perdent surtout dans la société actuelle, où maintenant on instaure la concurrence non seulement entre les individus, mais entre les groupes, entre les classes, entre les régions, entre les pays, entre les États et entre les nations, et maintenant entre les continents. Maintenant, c'est la Chine qui est en concurrence avec les États-Unis ou l'Inde ou que sais-je, peu importe. Donc, ça se répercute à tous les échelons. Et c'est vraiment... je voudrais trouver un mot beaucoup plus fort que regrettable. Parce qu'on peut se demander où vont nos sociétés par ce système de concurrence effréné qui passe aussi par l'argent, hein, on peut le dire. Et est-ce que ça va nous mener à la catastrophe? Je ne suis pas voyante et je ne dis pas dans le mar de café. Oui. Du coup, moi, ça me pose une autre question parce que moi, j'étais formateur BAFA et je sais qu'à une époque, les instituteurs, enfin toutes les personnes qui étaient amenées à prendre en charge des enfants, étaient amenées à passer aussi le BAFA et à faire quelques colos avant de s'occuper d'une classe. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui était important pour vous d'avoir eu cette expérience de jouer avec les enfants avant d'entrer dans une classe? Oui, moi il n'y avait pas encore les colonies de vacances dans mon enfance, il n'y en avait pas tellement. Par contre, il y avait le scoutisme. Et je sais qu'à 14 ans, et puis même à l'église, il fallait que les grands, enfin les enfants plus âgés, encadrent les petits pour qu'ils se tiennent tranquilles pendant le culte ou pendant la messe. Et moi, j'étais toute fière, à 12 ans, j'avais autour de moi une dizaine de gamins de 5 ou 6 ans, et puis j'étais leur chef. Et après, je l'ai retrouvé dans le scoutisme, où j'étais, vous savez, il y a aussi les classes d'âge, il y a les petites ailes, il y a les éclaireuses, il y a etc., enfin, des différents niveaux. Et je sais qu'à 15 ans, j'étais cheftaine de petites ailes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de BAFA. On n'avait pas besoin de diplôme pour le faire. On apprenait sur le tas. Les uns des autres. Hein. Il y avait dans ces cheftaines, il y en avait qui avaient un peu plus d'expérience que d'autres, qui formaient celles qui venaient après elles pour prendre la succession. Donc il n'y avait pas besoin de... Les diplômes n'étaient pas... C'est-à-dire le BAFA, c'est pas un diplôme, hein, c'est un brevet d'aptitude. Voilà. Mais enfin, on vérifie que les personnes sont en mesure d'accompagner les enfants et on leur donne quelques outils aussi. On demande qu'ils aient une formation. Hein, tandis que dans mon époque, moi j'étais... en 1945... j'avais une institutrice qui est une amie de ma mère qui m'a emmené pour encadrer une colonie de vacances ailleurs, dans le sud de la France. Et je n'avais aucune formation pour ça. Hein. Mais il lui fallait des jeunes filles, j'avais 15 ans, pour encadrer les enfants. Et puis on me demandait pas d'avoir une formation quelconque pour ça. Hein. J'y allais, j'étais sous son autorité, on était peut-être une dizaine, ce qu'on appelait les moniteurs,
et où elle nous répartissait des groupes d'enfants, et je suis pas sûr on a toujours fait ce qu'il aurait fallu faire. Mais bon, on les gardait, ils rentraient sains et saufs. C'était déjà pas mal. Et puis voilà, toutes ces formations, ça a été instauré après. Avant, les formations se faisaient sur le tas. Même un ouvrier, un artisan, il était formé sur le tas. Souvent, c'était le père qui formait le fils. Et c'est par la transmission de l'expérience de l'aîné à celui qui vient après qui assurait la formation. Il n'y avait pas de formation instituée. D'ailleurs, même l'enseignement technique a été instauré beaucoup plus tard. Avant, les apprentissages se faisaient au sein des entreprises même, hein, ou chez les artisans. C'était de l'apprentissage direct. Le concept même de formation tel qu'on l'entend actuellement est relativement très récent. Hein. C'est très récent. Je ne pourrais pas le dater de quelles années. Ça doit dater dans les années 70-80, quand toute la société a commencé à évoluer vers la société de consommation. Hein. Oui, on s'est concentré plus sur des spécialisations que sur des... Voilà. Bon, le moment est venu pour une pause musicale. Un chant en langue d'oc, déroulé par 3 groupes qui se passent l'occitan. Les Têtes Raides, les Bombes de Balles et les Fabulous Troubadours, qui nous chantent « Méfie-toi ». Et après, nous retrouverons Liliane Ham pour continuer notre dialogue. « 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. » Une grande partie de votre propos dans le livre aborde la question de l'éducation à l'image par la photo, par le cinéma. Pourquoi, d'après vous, il est si important de se doter d'outils pour analyser les médias, ces médias-là? Et quels sont les dangers et les ressorts de cette culture de l'image, surtout à une époque où la vidéo domine à ce point? Oui, c'est un problème énorme. C'est un problème qu'on s'est posé tout de suite quand la télévision est arrivée dans les familles, hein, dans les années 60, où les ciné-clubs étaient en baisse, les gens se repliaient chez eux et ils regardaient la télévision. Hein, donc il y avait l'image. Mais avant l'image donc de la télévision, il y avait déjà quand même la radio, où on avait constaté dans les années 50 déjà, vous voyez dans les cours de récréation, des gamins chantaient des publicités de radio. Je me lève avec Danone, ou je ne me rappelle plus que c'était, où visiblement ils étaient fascinés par ce genre de choses. Je me suis dit, ça doit quand même marquer les gens de se répéter ça à longueur de journée, donc ils vont acheter Danone, hein, il n'y a pas de doute, hein. Ils vont le consommer. Et donc dans un premier temps, on a travaillé le son. Et on a fabriqué nous-mêmes des publicités radiophoniques avec évidemment pas le matériel qu'on a actuellement. On travaillait encore avec les gros magnétophones, avec des bandes qu'on coupait au ciseau et qu'on recollait de manière à pouvoir faire du montage. Bon, le montage tel qu'on le fait maintenant, je pourrais plus le faire, mais à l'époque, on faisait ça couramment. Et donc, on est entré dans ce monde un peu de la publicité, d'abord par le son et la radio. Avec la télévision, il y avait quand même l'image qui est arrivée, et là, j'ai découvert, parce qu'on se posait cette question, comment faire en sorte que les gens ne soient pas fascinés à ce point pour, à l'aveuglette, faire ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire d'acheter du Danone ou je ne sais pas quoi. Hein. Ce qui a vraiment provoqué la prise de conscience, du moins chez moi et quelques autres, hein, c'est un article de Roland Barthes qui est apparu en 1964, où Barthes proposait une publicité qui était faite pour les pâtes Panzani. Seulement, au lieu dans la réclame traditionnelle, on aurait mis un paquet de pâtes et puis Panzani en dessous, et puis voilà, on l'achète ou on ne l'achète pas. Tandis que dans la publicité, là on est au niveau de l'information, hein, si on présente le paquet comme ça. Tandis que dans la publicité que Roland Barthes analyse, donc dans son article,
il y a ce paquet Panzani, mais il est entouré, il sort d'un filet de provisions où il y a du parmesan, enfin tout ce qu'il faut pour des tomates, tout ce qu'il faut pour fabriquer de la sauce tomate à l'italienne. En même temps, ça baigne dans une atmosphère chaude, des couleurs chaudes qui rappellent l'Italie et sa chaleur. En même temps, bon, je ne l'ai pas sous les yeux maintenant, mais quand on le regarde de près, il y a un tas d'éléments dans cette image qui font penser à l'Italie. Et donc, on dit à travers cette publicité, vous qui rêvez d'Italie, je ne sais pas, Venise ou ses gondoles ou je ne sais pas quoi, eh bien, en mangeant des pâtes Panzani, ça vous permet d'ingérer l'Italie et d'en profiter. Et c'est dans cet esprit-là, alors effectivement, on avait envie d'acheter ces pâtes-là, parce que c'est vrai, c'était italien, donc ça doit être bon. Et toutes les publicités sont faites sur ces ressorts-là. C'est-à-dire, il y a toujours dans l'image ce que Barthes appelle des signes, ou des signifiants, des signes qu'il faut analyser et essayer de comprendre. C'est tout un travail qu'on peut faire aussi, on appelle ça en littérature, on appelle ça la lecture analytique. C'est-à-dire, on repère des signes, et à travers ces signes, qui souvent signifient beaucoup plus que ce qu'ils veulent dire, si vous mettez dans une image une croix, un crucifix, ça vous fait penser immédiatement à l'Église, la foi chrétienne, le rite chrétien, enfin de l'Église. Et si vous mettez dedans, si vous présentez une savonnette, j'ai pris l'exemple, je crois, dans mon livre, vous présentez une savonnette, si vous la mettez sur une petite coupelle, sur une belle coupelle en cristal, par exemple, même argenté, sur un lavabo en marbre ou avec une pierre précieuse et avec une serviette moelleuse, tout dans une atmosphère, dans des couleurs genre bleu ciel ou rose pâle, etc. Et ça fait penser à un boudoir, donc à la richesse, au luxe, etc. Donc cette savonnette, voilà, elle fait penser à ça, donc on l'achèterait plutôt qu'une savonnette quelconque qui a juste son emballage en carton sans rien dessus, ou juste avec son nom. Si par contre vous mettez la même savonnette sur une assiette quelconque, mais à côté un petit vase rustique avec des fleurs rustiques, ça devient une savonnette naturelle, où il n'y a pas de chimie dedans, donc elle doit être, aujourd'hui on dirait écologique, etc. Et donc ça donne plutôt envie les gens qui défendent ces idées-là auront plus tendance à acheter toujours la même. Cette savonnette n'a pas changé, c'est la même. Simplement, on lui attribue d'autres qualités selon l'environnement dans lequel on présente la savonnette, tout simplement. Et donc, à travers ça, on manipule la façon de faire. C'est-à-dire, on dirige notre activité. Alors, ce qui est vrai pour la savonnette, c'est peut-être pas très grave, mais on fait la même chose avec des images à connotation politique, économique, etc. Pour vendre des voitures, il faut pas les... Oui, mais bon, du coup, l'idée en fait, c'est de se dire que si on arrive à lire les images et à traduire les signifiants et les signifiés d'une image, on tombe un peu moins facilement dans le piège que nous tend l'image et la pub, quoi. Voilà. Il fallait préserver les enfants et même les adultes, préserver les gens du piège qu'on leur tend chaque fois qu'on leur montre une chose avec une pensée derrière. Oui. Et c'est la pensée qui est derrière, ou l'intention qui est derrière, qu'il faut décrypter à travers l'image. C'est un peu le contraire de l'art classique, en fait. Parce que dans la peinture classique, tous les grands peintres, ils ont mis aussi des éléments, des signes, des signifiants, des signifiés. Mais c'était dans l'idée d'apprendre quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose. Alors que la pub, c'est le contraire. C'est dans l'idée de piéger la personne pour... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est ça. Et ça, il fallait préserver, faire en sorte
armer les enfants pour qu'ils soient préservés de cette manipulation. Parce que cette manipulation, elle se fait pour les achats de biens courants, de la voiture jusqu'à la savonnette, mais elle se fait aussi dans les idées qu'on peut avoir sur la société et sur ce qui s'y passe. Hein. On manipule de la même manière. Oui, la façon d'affiche d'élection sur les périodes électorales, c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi aussi. Ah oui, ça c'est primordial. Hein. Mais moi j'ai sorti ce bouquin en 86. Vraiment un ouvrage de travail. Hein, donc c'est lire les images. Voilà. D'ailleurs, il a été épuisé très vite. Hein. Maintenant, on ne le trouve plus que dans les bibliothèques universitaires. Hein. Et parce que là, je donne la méthode. Moi, j'ai encore, contrairement à Barthes qui parlait de signifiant et signifié. Moi, j'ai séparé les signifiants en deux. Il y a pour moi d'abord les signifiants iconiques qui tiennent à la manière dont on fait l'image et les signifiants extra-iconiques qui sont les signifiants qui viennent de la culture. Parce que le soleil, pour un Africain, n'a pas le même sens que peut-être pour nous. Pour nous, le soleil est bienfaisant, c'est la chaleur, alors pour un Africain, ça brûle, ça sèche, ça. Oui. Et donc, c'est pour ça quand à un moment donné, là, t'es dit, je ne me rappelle plus les noms, a été dit que l'image va être le langage universel, c'est complètement faux. Parce que chacun dit une image selon sa culture. Et selon sa culture, il interprète les signifiants de façon différente. Oui, et puis la différence entre une image... J'ai souvent eu cette discussion-là avec d'autres personnes, la différence, il y en a beaucoup qui disent que les mathématiques sont un langage, que la musique est un langage, ou des choses comme ça, mais en fait le problème c'est que l'image, la musique, peut-être moins les mathématiques, mais au moins l'image et la musique jouent plus sur le fait de provoquer des émotions, et moins de transmettre des informations. Et c'est là où il y a une grande différence, parce qu'un langage, c'est là pour transmettre une information, pour discuter, pour se mettre d'accord. Et j'ai souvent demandé à ces personnes-là, c'est comment est-ce que tu demandes « passe-moi le sel » en musique. Ce qui est un truc très très basique au langage, mais qui est nécessaire au langage, le fait de demander quelque chose à quelqu'un, ou de demander de transmettre une information. Ah oui. Des choses qui ne se font pas du tout en musique. Donc du coup, effectivement, le langage transmet de l'émotion aussi. On peut transmettre beaucoup d'émotions par le langage, mais il y a toujours cette limite-là, à ce qu'on parle de langage de l'image, quoi. Ah oui, ça c'est... Mais je crois que c'est général. Hein. D'ailleurs, dès qu'il y a un message, que ce soit un message de langue, hein, linguistique, qu'il soit sonore, visuel, etc., il y a toujours des signes. Hein, et ces signes, il faut les décrypter dans ce qu'ils veulent dire. Jusqu'à l'arrivée de Barthes, hein, grosso modo, quand on utilisait l'image à l'école, c'est pour faire voir ce dont on parlait et qu'on ne pouvait pas imaginer. On ne pouvait pas parler de la Tour Eiffel sans montrer une image de la Tour Eiffel pour faire comprendre ce que c'est, ou je sais pas, ou de la cathédrale de Strasbourg, ou une cigogne, ou une grenouille. Bon, grenouille, on pouvait l'avoir en réalité, parce qu'on en avait sous la main. Mais ce qu'on n'avait pas sous la main, on n'avait que la ressource de l'image pour faire comprendre ce que c'est. Et donc, on faisait... L'image était un substitut du réel. Au lieu de montrer la réalité qu'on n'avait pas, on montrait son image, c'est pareil. Et on a mélangé les deux. Et ce n'est qu'après donc qu'il fallait faire ce saut, que l'image, ce n'est pas... Derrière l'image, il y a une subjectivité qui a créé l'image. Un peintre, parce que la peinture c'est la même chose. Hein. Soit un peintre, soit un photographe, ou un dessinateur, ou que sais-je. Moi, je l'ai sorti en 86, parce qu'au fond, mon dernier, enfin le bouquin là, il raconte un peu la genèse de celui-là. Et il est sorti en 86, il a très vite été récupéré, et ce n'est qu'en 2002 qu'il y a eu les instructions officielles de l'Éducation nationale pour mettre l'image à l'étude à l'école.
Oui, la formation à l'image. Donc, 14, presque 20 ans après, quoi. Oui, oui. Puis, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, avec les séminaires, on avait fait quelques passages à l'école, dans des collèges ou dans des lycées, où des enseignants remarquaient qu'il y avait des élèves qui devenaient de plus en plus complotistes. Et en fait, on faisait ça sur un travail autour de l'image aussi. Où effectivement, on montrait comment décrypter des images de pub. Et une première étape, c'était de leur faire des photos comme si c'était une pub pour certains produits, quoi. Et du coup, ça les obligeait vraiment à se pencher au qu'est-ce qu'on montre, quel est l'angle qu'on prend, ces choses-là, quoi. Tout à fait. Découpage de l'image, toutes ces questions-là, quoi. Oui, on trouve la même problématique, pas seulement dans l'image photographique. Quand on est allé quand on a introduit l'apprentissage de la photographie à l'école, y compris les travaux de laboratoire y compris les travaux de laboratoire et de réalisation. Mais au fond, enfin maintenant avec le Photoshop et compagnie, on peut faire mieux encore, mais au labo photo, on pouvait déjà trafiquer un négatif pour le fausser. Hein. C'est un peu le problème de Photoshop, je trouve, où maintenant les jeunes ont de moins en moins tendance à se rendre compte qu'avant déjà on trafiquait les photos. Voilà. Avant Photoshop. Mais moins que Photoshop, hein, c'était. Oui. Tandis Photoshop maintenant c'est presque de la création totale. Il n'y a que des éléments dedans qui sont vrais et tout l'ensemble peut être. Effectivement, Photoshop faux. C'est un cran supérieur, mais. Oui. Moi, je me rappelle un prof au lycée qui nous avait montré les montages photographiques qu'avait pu faire Staline pour faire disparaître des anciens amis politiques qui sont devenus des ennemis ou des choses comme ça. Et c'est vrai que à l'époque, on n'avait pas Photoshop, mais que depuis, on a plutôt tendance à oublier qu'avant aussi, ça se faisait. Oui, ça se faisait. On pouvait faire des superpositions, Mais enfin bon, c'était tout à fait d'accord, hein, c'était plus limité que Photoshop. Oui. Mais les gamins, ça les amusait beaucoup. Hein. Du coup, en ce moment, on en a déjà parlé un petit peu, mais on entend beaucoup parler de la nécessité de l'éducation à la démocratie. Et dans votre livre, vous parlez de ce travail porté par les institutions d'éducation populaire dans les années 50. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi l'éducation populaire ? D'après vous. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est un aveu d'échec de l'éducation populaire ou est-ce le signe du déclin de l'éducation populaire, le fait qu'on est obligé de revenir à ces questions-là qui étaient déjà développées et travaillées à notre époque ? L'éducation populaire, a le même but que toute éducation, c'est-à-dire d'apprendre d'abord à l'enfant et puis après aux adultes, y compris, même moi encore, j'en ai besoin aujourd'hui, d'apprendre à réfléchir, se poser des questions et à partir une fois les questions posées, essayer de trouver des réponses, d'analyser d'abord la question elle-même et trouver des réponses, et de préférence aussi bien à l'école que dans l'éducation populaire, avancer grâce aussi à des échanges. C'est en échangeant avec d'autres qu'on peut enrichir l'approche qu'on peut avoir des choses, des choses et des problèmes. Hein. Au fond, c'est ça qui s'est perdu dans l'éducation populaire. Il n'y a plus... Les ciné-clubs, c'était une situation un peu enfin... Oui, pas idéal, mais enfin c'était une forme comme une autre, hein, pour échanger, comme ciné-club, comme on peut avoir des clubs de lecture aussi, hein, où on échange autour de livres. Hein. C'est-à-dire où trouver il faut des endroits où des gens puissent se retrouver pour discuter entre eux des problèmes qui les préoccupent, d'abord de les présenter, d'en discuter, et puis essayer, s'il y a problème, de voir comment on peut résoudre le problème. J'ai pensé au moment des Gilets jaunes. Il y a eu d'autres aussi, il y a eu les Nuits debout aussi à un moment donné. Hein. On pouvait penser à ça, où effectivement des gens très différents se rencontraient. Chacun avait ses préoccupations à lui ou ses problèmes à lui. Souvent ils avaient les mêmes un problème qui les réunissait. À l'époque c'était le prix de l'essence, je crois. Et c'est par ces échanges-là que l'un ou l'autre on peut comprendre le point de vue d'un autre, qui n'est pas forcément le sien, essayer de le comprendre et essayer de voir pourquoi on ne fait pas la même analyse des choses. On ne les perçoit pas de la même manière, on ne les analyse pas de la même manière, et à travers ces échanges, trouver
des voies de compromis, de trouver finalement une solution. Là, je reviens à la définition de la démocratie, parce que c'est pour éduquer à la démocratie, en fait, l'éducation populaire, et comme l'école nouvelle, d'ailleurs. Harry Ricoeur qui a dit, devant un problème, toutes les sociétés sont traversées, quelles qu'elles soient, les grandes et les petites, sont traversées par des contradictions. Parce qu'il y a ces contradictions dans la façon de les analyser, de les regarder, etc. Donc ces contradictions, il faut d'abord les analyser, les comprendre et essayer de voir comment on peut résoudre une contradiction. Ou alors trouver une voie pour écarter, non pas pour écarter le problème, mais pour le regarder sous un autre angle. La pédagogie institutionnelle avait un peu introduit ça après Freinet, pédagogie de Fernand Houry, dans les années 70. Il revient un peu à la définition de la sociologie. Fondation de la sociologie consiste à dire qu'un fait social peut être analysé et étudié comme on étudie un fait de physique, enfin un problème de physique, ou un problème de chimie ou de biologie, je ne sais pas quoi. Il faut toujours essayer de l'analyser pour le comprendre et pour le comprendre de près. Et ça, dans la pédagogie institutionnelle, ça pourrait encore s'appliquer maintenant, et ça s'applique encore dans certaines classes peut-être. Supposons dans le fait social, c'est un conflit entre deux gamins, un harcèlement, comme c'est la mode maintenant, ou parce que tel gamin a dit telle chose, etc. Et puis que ça finit en bagarre. Donc, il faut mettre les deux gamins en situation de raconter ce qui s'est passé. D'abord le compte-rendu, pourquoi il y a eu cette bagarre ou cette altercation, et dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé, pourquoi tu as dit cela. Bon, il faut bien qu'il justifie un peu pourquoi ça a été dit, et l'autre pourquoi tu l'as mal reçu, et remonter comme ça, de fil en fil, remonter la causalité des deux positions qui ont créé cet antagonisme. Donc on analyse ce fait, et puis après, le conseil, parce que dans ces classes fonctionne ce qu'on appelle non plus une coopérative scolaire, mais c'est un conseil de classe. Et dans le conseil de classe, toute la classe alors devient juge ou arbitre ou je ne sais pas quoi, et c'est-à-dire se doit de trouver une solution pour régler ce problème d'affrontement entre ces deux gamins. Je ne pourrais pas vous dire là actuellement, je ne vais plus assez dans les classes pour savoir si ça se pratique encore beaucoup. Mais ça se... Bon, là, j'ai pris un exemple extrême, avec un conflit entre deux gamins, mais dans le conseil de classe, souvent aussi commencer la journée de classe, le maître commençait ce qu'on appelait à l'époque le quoi de neuf, c'est-à-dire demander aux enfants, il y a quoi de neuf aujourd'hui, donc ils rapportaient soit un fait divers, soit un problème politique, je ne sais pas moi, une grève, etc. Et puis, ça permettait d'échanger autour d'un fait social qui était en train de se produire ou de se présenter. Et donc, de toujours la même chose, l'analyser, le comprendre et trouver une solution s'il y en a une, ou à la limite un compromis pour que les choses soient comme... Parce que les deux gamins qui sont dans l'antagonisme, il faudra bien qu'un jour ils s'entendent ou ils s'entretuent. Oui. Voilà, alors... c'est peut-être pas la solution. Oui, mais bon, après, je le garantirai pas non plus, mais je suis pas sûr que la plupart des enseignants soient formés non seulement à avoir conscience de ces questions-là, mais soient formés aussi à la façon dont les pédagogues ont déjà trouvé des solutions. Quoi. Ça, j'avoue, c'est une situation a priori pas confortable. Elle peut être confortable dans certains cas, mais il y a peut-être des situations où c'est moins confortable. Prenez un problème controversé comme par exemple la laïcité maintenant, ou des choses comme ça. C'est sûr qu'un enseignant a intérêt à avoir non seulement une formation, mais même une certaine expérience dans certaines pratiques. Parce que ça, je reconnais, c'est pas facile. Oui. C'est pas forcément facile. Et puis c'est aussi compliqué à un moment de présider à certains débats sans donner son avis personnel et sans être stigmatisé aussi après, sans prendre le risque de stigmatiser. Oui.
C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de classes, ils en appellent à des intervenants extérieurs, parce que pour le coup, s'ils sont marqués par un certain mot ou une certaine maladresse, ça retombe pas sur l'enseignant. Ah, c'est sûr. Maintenant, est-ce que les spécialistes sont toujours les... Ils ont l'avantage de ne pas être dans l'école tout le temps. C'est le principal avantage. Oui, c'est vrai. Et ils peuvent avoir un regard un peu distancié, voilà. C'est possible. Hein. C'est vrai qu'on peut toujours faire appel à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience en la matière et qui souvent serait prêt à intervenir. Vous savez, c'est demander aux enseignants de faire un vrai sacerdoce. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait continuellement vivre avec le questionnement des jeunes ou des enfants qu'on a en charge. Hein. Et ça, j'avoue qu'il y a peut-être quand même encore autre chose dans la vie à faire. Hein. Oui. Parce qu'on reproche assez souvent aux enseignants de ne pas être beaucoup à l'école, mais ils ont l'école tout le temps avec eux aussi. Pour moi, c'était ma vie. L'école, c'était ma vie. J'ai toujours vécu dans l'école, avec l'école, pour l'école. Et si je fais ce livre, c'était parce que je veux à tout prix défendre encore l'école telle que moi, je l'ai connue et qu'elle m'a formée. Parce que je lui dois beaucoup. Je lui dois énormément, et tout ce que ça m'a entraîné à faire en biais encore, à côté. Et je voudrais que tous les enfants aient ce bénéfice-là, et qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte de l'école, où chaque enfant devrait pouvoir trouver sa voie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. On a fait un jour, dans un projet que j'ai mené il y a quelques années seulement, dans une école, on a fait réfléchir les enfants sur les métiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et même ici et ailleurs, hein, parce qu'on on avait une correspondance avec l'Afrique à ce moment-là, et les enfants ils sont pas dupes, ils se trompent pas. Quand on leur a demandé de classer les métiers selon leur utilité sociale, selon leur prestige et selon l'argent qu'ils rapportent, enfin selon plusieurs critères. Ils sont quand même arrivés à la conclusion que les métiers les plus utiles à la société sont souvent les moins bien considérés et les moins bien payés. Et que beaucoup de métiers qui bénéficient de beaucoup de prestige, du coup rapportent beaucoup d'argent, finalement, est-ce qu'ils sont tellement utiles en définitive ? Oui. Bon, on n'a pas là encore, c'était une de ces études à mener, mais le problème a été posé, et les enfants l'ont posé eux-mêmes. Donc à ce moment-là, une fois que le problème est posé, il faut alors bien le poser, et puis à ce moment-là, il faut trouver des solutions, et là, ils ont d'ailleurs trouvé des solutions à ce problème-là, à leur hauteur. Et oui, il faut que ceux qui en ont beaucoup donnent un peu plus à ceux qui n'en ont pas. On pourrait les traiter de marxistes, du coup. Oui. C'est la question du partage des richesses. Du coup, je voulais revenir aussi sur la question de l'éducation populaire, parce que l'éducation populaire, je sais qu'après-guerre, c'était quelque chose qui a commencé à grimper, qui a eu un certain essor, et qui maintenant... même s'il y a des institutions qui sont des institutions de l'éducation populaire, je pense notamment aux centres socio-culturels, aux maisons des jeunes et de la culture, les MJC ou des choses comme ça, mais pour le coup, qui n'assument plus forcément ce rôle qu'elles avaient dans les périodes d'après-guerre. Qu'est-ce qui explique aussi ce déclin de l'éducation populaire ? Là, très honnêtement, je pense que ces centres-là que vous citez à l'instant, j'étais d'ailleurs dans un des centres culturels partie prenante à un moment donné, c'est plus des centres qui offrent des possibilités d'activité et de loisirs, moins de création et encore moins de réflexion. C'est le défaut que je leur trouve à tous, parce que... Et là, ça me fait penser à Léo Lagrange. Léo Lagrange, c'était le créateur des oui, c'était au moment du Front populaire, et qui avait donc défendu l'éducation populaire, justement, où il a dit il faut veiller à ce que, parce que 36 ont été créés les premiers congés payés. Oui. Et Léo Lagrange en parle à ce moment-là, il dit il ne faudrait pas que ces congés payés servent uniquement à donner au peuple des loisirs et d'inactivité, mais leur donner la possibilité
ce qu'on appellerait aujourd'hui de possibilités de formation complémentaire à celles qu'ils ont eues. Bon, c'est pas le texte précis. C'est une possibilité d'apprendre que juste de se reposer, quoi. Voilà. Donc ça doit être une possibilité de continuer à progresser dans sa connaissance, dans la réflexion, dans la pensée, et non seulement Rome avait déjà inventé ça, hein, avec les peuples, il faut leur donner du pain et du cirque, comme ça ils sont contents. Hein. Donc on n'a rien inventé. Hein. Une nouvelle pause musicale avec Leila Wissoud qui nous chante Mon français. Puis nous retrouverons Liliane Ham pour la suite et la fin de notre conversation. « 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Avant-guerre, on rêvait d'une société de loisirs. Après-guerre, on se projetait dans cette idée du temps libre. Et dans les années 60, on parlait plus de société de consommation. Puis dans les années 70, de société de spectacle. Alors comment ces idées, ces projets de société ont interagi entre eux? Qu'est-ce qui distingue ces modèles, d'après vous? Alors pour ma génération, on avait une religion, c'était la religion du travail. Alors on avait même dans les classes populaires, hein, celui qui ne travaillait pas, c'était un moins que rien. On existait par son travail, alors quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Et c'était ça, une façon d'être, qui se traduisait même dans la vie quotidienne. Hein. Oui. Alors que, je me rappelle quand il y a eu, entre guillemets, la révolution de mai 68. Moi j'allais encore suivre des cours à la fac à ce moment-là, bien que j'avais dépassé largement l'âge. Et quand je voyais ces jeunes étudiants de sociologie à Strasbourg réclamer qu'on leur donne le diplôme qu'ils devaient passer à la fin de l'année sans qu'il y ait d'examen, et pour moi, examen ça veut dire travail, mais moi ça m'a fait hérisser le poil, hein, parce que je me dis, mais enfin comment peut-on réclamer quelque chose qu'on n'a pas mérité? Parce que quand on travaillait, d'abord le travail mérite salaire. Entre guillemets, c'est pas toujours vrai. Hein. Il y a beaucoup de travaux il n'y a pas de salaire. Mais pour nous, le travail, c'était le sens de la vie. C'était le sens de la vie. Et celui qui avait la chance, que je reconnais avoir eu, de pouvoir se réaliser lui-même par son travail, à travers toutes les formes que ça lui fait faire, eh bien, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, la preuve, je me suis même pas arrêté aujourd'hui. Après, ça dépend du travail, parce que moi je sais. Oui, ça dépend, je suis d'accord avec vous. Mais mes premières années de travailleur, ça a été travailler à l'usine, et ça, c'est pas tellement valorisant. Et alors, ce qu'on a démoli, justement, avec l'industrialisation, c'est précisément, on a démoli la valeur du travail. Parce que le travail, avant, c'était l'artisan qui progressivement progressait dans son travail d'artisan parce qu'il ne faisait qu'un objet. Et il était fier de l'objet, il pouvait être fier de l'objet qu'il fabriquait. Puis développer une expertise sur son domaine. Et en même temps, il formait son fils ou un jeune à côté de lui. Et c'était un savoir-faire, un savoir-être, un savoir des connaissances qu'il pouvait transmettre et sa vie avait un sens. Tandis que si vous vissez toujours le même boulon comme Charlot dans les temps modernes, hein, qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte, ce travail-là? Il ne vous apporte rien. Il faut que le travail était en même temps un apport de réalisation de soi. Et on se réalisait à travers son travail. Et c'est pour ça qu'on avait cette religion du travail à l'époque. Et même les ouvriers en 1936... ils pouvaient avoir mauvaise conscience de comment on va avoir 15 jours de vacances, là, on va être payé sans travailler, c'est pas normal, quoi. Oui, après, ça a été largement intégré. Hein. Oui. Et ceux, d'ailleurs, à ce moment-là, même en 1936, souvent les ouvriers en profitaient pour aller, je ne sais pas, entretenir les sentiers du club vosgien dans les Vosges et des choses comme ça. Ça fait partie alors de l'éducation populaire. Oui, mais c'est pour ça le loisir, la société de loisirs, c'est pas tout à fait la même chose qu'une société du spectacle, une société on fait rien. Ah quoi. Oui, non, pas du tout.
Pas Parce du que tout. le loisir, c'est vraiment, c'est aussi de l'activité derrière. Ah en fait. oui, ça peut être un enrichissement, et surtout avec les moyens dont on dispose maintenant. On parlait tout à l'heure d'Internet, mais via Internet, tout est accessible. Et je peux ce soir aller à une conférence à Paris qui m'intéresse tout en étant devant mon ordinateur. Hein. Oui. C'est extraordinaire. On n'a jamais eu cette chance-là. Seulement, d'abord, il faut avoir le temps. Aujourd'hui, il faut que tout aille vite. Hein. Et savoir orienter ses intérêts aussi. Hein. Oui, et puis après, c'est vrai qu'il y a... Moi, j'appellerais ça des sirènes aussi qui nous appellent autre part. Voilà. Parce que, par exemple, quand il y a des bonnes séries ou des choses comme ça qui peuvent, qui sont plus faciles à regarder, qui demandent un peu moins d'efforts et moins de travail, Peut-être, oui. Ça attire aussi ailleurs, quoi. Oui. Même s'il y a des séries, des films qui sont très bien, intéressantes en ce sens-là. Dès que ça donne une ouverture sur un autre monde. Oui, non, j'ai rien contre cela. Mais bon, tout dépend finalement. Ce qu'on disait des langues d'Ésope peut être la meilleure ou la pire des choses. Un outil quel qu'il soit, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Si aujourd'hui Internet ne sert qu'à comment ça s'appelle, les réseaux sociaux actuellement. Moi, je les connais pas, j'y suis pas. Oui. Moi, je suis sur les réseaux sociaux des vieux. Oui, je ne les connais pas du tout. Hein. Je suis complètement en dehors de cela. Peut-être à tort, hein. Mais au fond, a priori, je ne vois pas l'intérêt. Encore que ça peut être utile aussi pour communiquer. Il y a certains aspects qui sont utiles et il y a d'autres aspects qui sont chronophages, on va dire. Voilà. Qui sont juste là pour c'est ça que je vois aujourd'hui au niveau associatif. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'information via les réseaux sociaux ou Internet ou la boîte mail, tout simplement. Moi, non, il faut jamais tout rejeter en bloc. Par exemple, on parlait tout à l'heure du journal de Freinet. C'est vrai que pour transmettre des journaux ou avoir une correspondance, c'est beaucoup plus pratique et plus rapide et plus efficient avec par une boîte mail, quoi. Et plus séduisant, parce que c'est plus facile quand même. Hein. Oui. Voilà. Oui. Il y avait encore une dernière question que je voulais aborder. C'est un moment après c'est à peine évoqué dans le livre. Vous nous parliez de votre époque à l'internat de jeunes filles où vous passez pour des oies blanches sur des questions de sexualité, parce que j'ai cru entendre une critique de cette espèce de répression de la question sexuelle. Ce qui pose des questions par rapport à la question de la sexualité dans votre éducation, même dans l'éducation des adolescents. Et en même temps, quand je parle de sexualité, je parle de rapport entre les personnes, du rapport au corps, des questions de genre, des questions de respect de son corps, du corps de l'autre, et même de la façon dont peut s'exprimer le désir de chaque personne. Bref, de toutes ces choses qui peuvent faire que l'intimité est soit un nid douillet, soit un enfer corrosif. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces débats et de toutes ces questions en rapport avec la question générale de sexualité ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose, qui peut nous aider à progresser, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Ah non, tout ça, ça relevait pendant des de tout temps, ça relevait des tabous. C'est des choses dont on ne parlait pas. C'est pour ça que j'ai eu la curiosité de reprendre là un manuel qui était assez réputé, qui s'appelait Leçons de choses, où on passe de la physique à la chimie, etc. Et quand je vois tout ce qui tourne autour du corps humain, alors on parle de notre corps. Alors vous avez le squelette, les os, les muscles, le cerveau, la moelle épinière, la vue et l'ouïe, les organes de la digestion, les aliments de la digestion, notre sang, les organes de la respiration, voilà, et ça s'arrête là. Et on étudie un corps totalement asexué. À tel point que même je regardais juste tout à l'heure dans ce qui concerne la digestion, même la digestion s'arrête au gros intestin. Après le gros intestin, il n'y a rien.
Et ne parlons pas d'organes sexuels ou de sexualité. Là, on parle ni d'homme ni de femme. Hein. C'est le corps humain. Et hommes et femmes, ça disparaît totalement. En 1954 encore. Et peut-être même après, hein, je n'en sais rien. Moi, j'étais plus à l'école à ce moment-là. Mais non, c'est le programme même le programme officiel de 1957. Oui, d'accord. Donc, vous voyez, ça, ce dont on parle maintenant, la sexualité tient le haut du panier. Pour revenir au cinéma, hein, un film était censuré quand dans le film il y avait à un moment donné un baiser sur la bouche. Alors c'était censuré ou c'était carrément supprimé. Oui, carrément supprimé. Ou alors s'il restait quelque chose mais très rapide, dans les ciné-clubs, dans les villages, où quand on passait le film aux gamins, nous-mêmes on mettait la main devant l'objectif pour supprimer cette image. Parce que on était dans un domaine dont on ne parlait jamais, il ne parlait pas, donc il n'existait pas. Il n'existait pas. Maintenant la mode, le harcèlement sexuel, enfin tout ce qui est maintenant qui tient. C'est pas de mode, mais j'ai l'impression que c'est plus de quelque chose dont on parle plus facilement maintenant qu'avant. Moi, c'est une impression que j'ai en fait. Ah, mais avant ça n'existait même pas. Il faut pas oublier, même dans les cas les plus graves, dans les années 50, faudrait voir la date précise, mais jusque vers les années 60, quand un mari tuait sa femme, il bénéficiait de circonstances atténuantes, parce qu'il avait tué par amour. Par jalousie. Donc du coup, ça n'existait pas dans les conceptions, enfin dans la réflexion qu'on a sur la question en fait. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. C'était un monde totalement gommé. Inexistant. On n'en parlait pas, donc ça n'existait pas. Alors, quand on entend des parents, parfois, d'ailleurs il y a une histoire autour de Freinet qui se raconte à ce sujet-là, quand par hasard il y avait dans une réunion de famille une allusion un peu imagée, ou je sais pas, qui pouvait être relevé un peu de la sexualité. Oh là là, alors c'était vraiment fait d'une façon très très discrète et puis quand il y avait des enfants, de toute façon on ne disait pas ça, hein. On n'en parlait pas. Et moi encore jusqu'à l'âge de, je sais pas, quand j'ai commencé à ne plus croire à la cigogne qui a porté les enfants, mais j'y ai cru très longtemps, hein, quand même plus à l'âge de 20 ans. Non. Une fois adolescent, dans les années, quand on avait 15-16 ans, la seule chose dont on mettait en garde, et même à l'école normale, on était surveillé à ce point-là, c'est la peur qu'une fille une fille pubère à ce moment-là, se trouve enceinte. Ça, c'était là. Et la menace paternelle et familiale était telle que finalement, les filles se protégeaient. Les filles se protégeaient. Bon, maintenant, il y en a peut-être qui étaient violées, c'est possible, mais quand ça se faisait, ça ne se savait pas. Oui. On ne le racontait pas. Ouais, c'était mis sous le tapis, en fait. C'était vraiment le tabou. Et quand est-ce que ce tabou a été levé, je ne pourrais pas le situer au point de vue de date de façon précise. Mais maintenant, dans l'éducation des enfants, je pense notamment aux jeunes adolescents, aux adolescents, de pouvoir aborder ces questions-là, ça vous semble être quelque chose de plutôt positif? Oui, je pense que c'est toujours positif, hein, quand on prend conscience des problèmes et des choses. Hein. Tant qu'on cache ça avec tant qu'on met quelque chose sous le boisseau, on ne saura jamais ce qui est sous le boisseau. Hein. Et donc il vaut mieux regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Et qu'on aborde ça comme... Non, je n'ai rien contre le fait. Ce que je déplore, c'est l'usage que les médias maintenant font de tous ces cas
on ne remonte pas du tout à l'histoire, c'est simplement une relation de fait. Maintenant, il y a de tout là derrière. Hein. Il y a de la vengeance, il y a des souvent posthumes hein, de 20 ou 30 ans, hein, de harcèlement qui. Ça, je le trouve déplorable. Hein. Ça, je le trouve déplorable qu'on en fasse maintenant un sujet de société majeur, alors qu'il y a d'autres problèmes qui, à mon avis, sont tout aussi. Sont encore plus cruciaux. Hein. Lesquels, par exemple dans la géopolitique. Hein. Dans ce qui nous menace maintenant avec tout le progrès scientifique hein, qui se fait, le développement de l'intelligence artificielle, même les armes ça devient des armes maintenant, ces possibilités techniques là maintenant. Quand on voit qu'on peut tirer maintenant des missiles cibler des missiles à des centaines, voire des milliers de kilomètres avec des intelligences artificielles et des ordinateurs qui commandent tout ça, on peut se demander quelle est la part, qu'est-ce qui restera encore à l'homme comme pouvoir. Et où sera le pouvoir demain? Ça, c'est quand même des choses plus... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, hein, mais on n'a pas su... par ce qu'on en entend ou ce qu'on peut en lire, ça fait quand même plutôt peur parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrisera plus rien. Oui, et puis je pense que là il y a aussi un problème qu'on peut revenir sur les questions d'éducation populaire. Quand on parle ne serait-ce que sur les moments où on parle d'intelligence artificielle, on ne sait pas vraiment ce que c'est non plus. Voilà. Il n'y a personne qui est vraiment là pour nous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les principes derrière, quelles sont les limites aussi de l'intelligence artificielle. Oui. Alors ça existe, on peut trouver les informations, mais des fois il faut vraiment aller les chercher, quoi. Ce qui fait que moi je me suis un peu renseigné sur la question-là et je trouve la chose beaucoup moins inquiétante que la plupart des gens. Parce qu'il y a des conférences de spécialistes d'intelligence artificielle qui expliquent les limites concrètes de l'objet, choses qu'on n'a pas forcément, auxquelles on n'a pas forcément accès, ou même qui ne sont pas forcément discutées ou débattues de manière plus rationnelle, quoi. Une conclusion un peu rapide des gens qui sont dans la recherche, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Quand ils font des découvertes majeures qui vont faire un saut de nouveau dans les applications qui seront faites, quand on leur pose la question, mais est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences que ça peut avoir dans l'application qu'on en fera? Un chercheur vous dira toujours, c'est pas mon problème, c'est le problème de la société. Parce que moi, je fais de la recherche, je suis heureux quand je fais des découvertes. Et ce qu'on en fera après, c'est à la collectivité humaine d'en décider. Seulement la collectivité humaine, elle, n'a peut-être pas les moyens d'analyser les conséquences possibles. Donc on est toujours dans un flou total. Ni les moyens d'analyser, ni les moyens de décider de ce qu'on en fait. Hein. Voilà. Et donc on tourne en rond finalement. Oui. Du coup, je vais vous demander, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour parler un peu de l'évolution de l'école, de l'éducation populaire et de ces questions-là? Ce que j'aimerais bien, je veux pas dire qu'il faille revenir 100 ans en arrière, on ne recréera jamais le passé, le futur sera toujours différent. Mais que le seul souhait que j'aimerais bien voir se réaliser, c'est que l'école devienne de nouveau le lieu de vie, de rencontre pour les hommes, les humains, aussi les enfants que les adultes, qu'il y ait de la collaboration entre les parents, les enseignants, les animateurs, tout ce qui tourne autour de toute la société. Qu'il y ait de nouveau une société où il y ait des possibilités de rencontres, d'échanges, d'enrichissement mutuel, de compréhension et peut-être on arrivera à une société, elle ne sera jamais totalement pacifique, c'est vrai, l'être humain n'est pas pacifique par nature, d'emblée, hein, mais on arrivera peut-être à des sociétés plus pacifiques que celles qu'on
qu'on pourrait connaître dans les temps qui viennent. L'idée, ce serait de remettre l'être humain au centre de la société. Exactement. D'accord. Alors mettons l'être humain au centre de la société, qu'on a cherché à mettre l'enfant au centre de l'école. D'accord, merci. Elle m'a dit que l'ambiance, les discours de notre époque résonnaient malheureusement avec l'ambiance et les discours qui ont ouvert la voie à la violence, à la haine de l'autre, aux brutalités et à toutes les exactions de la Deuxième Guerre mondiale. L'éducation pour tous et toutes, les discours de paix et le pouvoir critique pour poser un autre discours et d'autant plus de mise. Espérons que les leçons de l'histoire nous évitent ces écueils. Bon, j'aimerais finir cette émission sur une note un peu plus joyeuse, un peu plus festive aussi. Et c'est le cas parce que samedi prochain, le 4 mai, la Caresse vous donne rendez-vous au FEC pour vous proposer un tour du monde et une plongée dans l'histoire de la bière. Alors l'entrée sera de 5 € et vous permettra aussi une première dégustation qui sera offerte. Mais le plus important, c'est que faire l'histoire de la bière, c'est accompagner l'histoire de nos civilisations. Des civilisations qui se sont construites sur ces 3 piliers. Des céréales, des levures et de l'eau. Les ingrédients de base pour faire du pain, certes, mais aussi de la bière. Alors venez nous rejoindre au 17 place Saint-Étienne et que vous soyez convaincus ou non que la bière soit un vecteur de civilisation, nous en débattrons autour d'une table et d'une mousse. Alors rendez-vous le 4 mai, mais aussi le 5 mai, de 13h à 15h, pour une nouvelle émission de Strasbourg et d'ailleurs. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS.